Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de ces mots, alors ce ne sont plus des mots barbares, burn-out, bore-out, blur-out. On va tout vous expliquer dans quelques instants avec Nicolas Leperc, docteur en management et responsable R&D chez Inition Programme, il est notre invité. Le cercle RH, est-ce la fin du télétravail? Alors vous allez me dire, c'est un petit peu voilà, un sujet récurrent dont on parle, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'hésitation. Les entreprises hésitent parce que c'est aussi un outil de marque employeur. On en parlera avec Anne-Vincent Irabondo et Olivier Haquet, spécialistes de ce sujet. Fenêtre sur l'emploi, le travail post-retraite. Bah oui, j'ai fait valoir mes droits à la retraite, mais je souhaite continuer à avoir une activité professionnelle. C'est possible. On va en parler avec Caroline Young, présidente de Expert Connect. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de ces mots dont on parle beaucoup dans les médias mainstream d'ailleurs, on en parle de plus en plus, le burn-out, bon ça évidemment on en a beaucoup parlé, le bore-out et le blur-out. Nicolas Leperc, merci d'être avec nous. Merci. Docteur en management et responsable R&D chez Inition Programme, vous venez assez régulièrement sur notre plateau, d'abord parce que vous portez des études, des analyses. Commençons peut-être à énumérer tous ces sujets pour essayer de travailler, mais le burn-out, il est rentré, je dirais, dans le dictionnaire et dans le langage commun. On ne l'a pas un peu dévoyé, ce mot, en parlant de burn-out, franchement? Alors, on a peut-être regroupé autour du terme de burn-out des phénomènes qui ne sont pas forcément de l'épuisement professionnel lié à un surengagement, pour leur dire très rapidement. Il y a probablement, et c'est pour ça qu'il y a d'autres mots barbares qui ont émergé, des phénomènes qui ont des symptômes très proches, de fatigue, d'épuisement, de désengagement, d'indifférence, d'énervement, de colère parfois, et qui sont liés à autre chose que simplement l'épuisement professionnel. Et donc, on parle justement de bore-out, de blur-out. Alors, le bore, l'ennui, blur-out, c'est quoi? C'est quand c'est flou. C'est-à-dire lorsque on ne sait pas trop si on est dans une zone de travail ou une zone personnelle. C'est une des conséquences d'ailleurs probablement du télétravail mal géré. Vous nous ouvrez le débat. Absolument. C'est-à-dire on ne sait plus si on est sur son temps de travail, si on est dans sa vie perso, puisqu'on habite dans sa maison et qu'on travaille dedans. C'est ça l'enjeu. Ça peut être le fait que quand je fais mes courses ou quand je rentre à la maison, je continue à penser à un certain nombre de choses liées au travail. J'ai du mal à séparer les familles en fait, ou plutôt les activités. Un mot quand même sur, parce que ça c'est un de vos sujets de chercheurs, j'ai envie de dire, c'est quand même une crise de sens et une souffrance multiforme. 53% des salariés se déclarent en souffrance avec une augmentation de 13%. Après, on y rentre les trois mots barbares qu'on vient de citer, mais c'est quand même plus de la moitié des salariés se sentent en souffrance quand même. Alors, nous, ce qu'on mesure, c'est les gens qui nous répondent. Et donc, on ne fait pas une analyse sur l'ensemble des Français. Enfin, sur les répondants, 53%. Sur les répondants. Et ce qui est très important, c'est surtout la croissance. C'est-à-dire que cette augmentation-là m'a frappé quand j'ai regardé les chiffres. 2024, c'est pas une nouvelle, n'est pas une très bonne année pour l'ensemble des salariés, peut-être pour l'ensemble des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est que les secteurs qui sont les plus impactés, c'est les secteurs qui économiquement vivent des situations les plus difficiles. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, dans certains services informatiques sur lesquels il y a une baisse en fait des recrutements. Et donc, on sent qu'il y a aussi des phénomènes externes à l'organisation et c'est problématique pour les managers et les dirigeants parce que quand c'est externe, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de bon par rapport au contexte dans lequel on est en train d'entrer. On nous parle de crise, de fermeture d'entreprise qui génère aussi un climat un peu anxiogène. Et vous indiquez dans votre étude qu'il y a une inégalité face à ces difficultés parce que les jeunes et les femmes sont plus touchés. Oui, alors c'est lié d'une part au fait qu'ils n'ont pas forcément de responsabilité managériale. On a une surreprésentation des hommes chez les managers, surreprésentation en fonction de l'âge, bien sûr, on n'est pas tout de suite manager, on le devient après. Ça vient peut-être aussi d'une forme de désenchantement associé à une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui finalement ne trouve pas des réponses suffisamment satisfaisantes par rapport aux efforts de formation, les études longues qu'ils ont pu faire ou même tout simplement des études qu'ils ont pu faire. Donc difficulté de reconnaissance par rapport à ce qu'ils avaient imaginé être dans l'entreprise et une forme de décalage, c'est ce que vous dites? Absolument. Est-ce que c'est pas la vie que je rêvais d'avoir? Est-ce que j'ai fait ces études pourquoi? Ce qui amène à d'autres sujets, des réorientations, de gens qui changent complètement de voie. Dans votre étude, c'est plus 13%, il faut quand même le préciser, parce que 53% des personnes interrogées se disent en souffrance, mais vous avez des tableaux de bord et des photographies, plus 13%. Donc ça veut dire quand même qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, clairement, on est dans une situation, on va dire, macroéconomique ou macro-environnementale problématique pour toutes les entreprises, pour tous les salariés. Nous, ce qu'on préconise chez Ignition quand on accompagne nos clients et les salariés des clients, c'est de mettre en évidence la qualité de la relation. C'est le moment de s'occuper de l'autre. C'est le moment de se faire, enfin, d'être pris en charge par l'autre. Accepter que l'autre soit une oreille, ou en tout cas une écoute importante. Le rôle du manager, il faut que derrière, il puisse se mobiliser plus de coaching plutôt que de direction, plutôt que d'exigence de chiffres. C'est un moment, on pourrait dire, où il faut accepter de traverser ces moments difficiles en se recentrant sur la relation et sur le respect ou la qualité de la relation. Donc ne plus être dans un simple rôle de manager qui va aller chercher de la valeur et de la productivité, mais savoir faire le petit pas de côté dans l'écoute, dans la posture, dans une façon d'être plus ouverte. Oui, absolument. C'est l'idée vraiment du care. Qu'on puisse remettre au cœur de l'organisation, des organisations, même s'il y a des structures qui sont déjà avancées là-dessus. Ce qu'on observe, c'est que celles qui sont plus matures sur la prise en compte de ces difficultés ont une capacité à mieux accompagner les salariés, ont moins de problèmes d'arrêt maladie, tout simplement. Alors, je vous invite à aller voir l'étude d'Ignition Programme, mais un dernier chiffre, il nous reste très très peu de temps, mais dans les TPE, puisqu'on parle que de grandes entreprises, on imagine que ce sont des grands bureaux, des latifundia d'ordinateurs. Non, dans les TPE, ça a bondi de 42% en 2023. C'est colossal, cette souffrance. Absolument, parce que, alors là, on voit très clairement l'effet de l'environnement. Les TPE sont les plus fragiles aujourd'hui. Les perspectives d'avenir sont beaucoup moins fortes. Quand on travaille dans un grand groupe, Total, EDF, etc., sécurité. On sait que c'est compliqué, mais on a une grande maison et il ne fera pas froid cet hiver. Quand on travaille dans une boîte de 10-15 personnes et sur lequel les carnets de commandes ne sont pas pleins, on s'inquiète. Merci à vous d'être venu nous rendre visite, Nicolas Leperc, docteur en management chez Ignition Programme, qui est une entreprise Bicorp. Absolument. C'est important de le dire, parce que c'était tellement compliqué d'accéder au Bicorp que c'est important de le préciser. Tout à fait, on en est très fiers. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet, ces sujets, et cette souffrance qu'il faut embrasser et accompagner du mieux que l'on peut. Merci beaucoup. On tourne une page. Vous nous avez un peu introduit notre débat, Nicolas. Est-ce la fin du télétravail ? Évidemment, non. Mais c'est vrai qu'on voit des entreprises qui sont en train de pivoter et de renégocier tout simplement leurs accords. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Le Cercle RH pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup, à la fois dans les journaux, dans les entreprises, au sein des COMEX, la fin du télétravail, et puis on en parle aussi au sein des CSE, parce que c'est un enjeu de dialogue social avec des accords d'entreprise qui doivent être validés par les partenaires sociaux. Et on va en parler avec mes invités qui sont des experts. Est-ce qu'on va réussir à trancher le sujet ? Est-ce oui ou non la fin du télétravail ? On va leur poser la question. Anne-Vincent Ibarondo, ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes avocate en droit du travail. Votre cabinet ? Voltaire Avocat. Voltaire Avocat, c'est important de citer le nom des cabinets. Et puis avec nous, Olivier Haquet, vous êtes le fondateur d'Adom Lingua. Merci d'être avec nous. On parlera de ce qui se passe dans votre entreprise, parce qu'on va parler du droit, mais chef d'entreprise, comment ça se passe pour vous le télétravail ? Alors pour nous, le télétravail... C'est la fin ou c'est pas la fin ? Ah, c'est pas du tout la fin. C'est pas du tout la fin. En quelques mots, avant le Covid, on faisait déjà beaucoup, puisqu'on fait des formations linguistiques, on faisait déjà beaucoup de choses à distance. Ça nous a fait encore plus de clientèle durant le Covid, et au contraire, ça permet de résoudre des sujets qu'on aurait du mal en présentiel. Imaginez que vous ayez envie, Arnaud, de faire un cours de 30 minutes, vous envoyez quelqu'un en présentiel. Mais en revanche, où ai-je la tête ? En télétravail, c'est formidable. Le télétravail, c'est vraiment une synergie complète avec la formation linguistique. En tout cas. Dans votre secteur, ça a secteur. été objectivement une révolution. Tout à fait, parce que ça a finalement mis à structurer ce qu'on faisait de manière informelle depuis bien longtemp, et ça a évangélisé le marché, parce que ça a évangélisé les clients, les salariés, qui étaient eux pour le coup moins habitués à télétravailler, à se former à distance. Et donc de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir une souplesse complète, le caler où ça va bien. L'abstraction de la logistique et des horaires. Alors il y a quand même des entreprises, Amazon, ça va démarrer en janvier. Il y a quelques autres entreprises de l'informatique. Il y a quelques boîtes qui ont enclenché le processus de retour au sein de l'entreprise. On a aussi des dirigeants qui expliquent qu'il faut plus de temps de présence sur le lieu. D'abord, un petit mot de droit, parce que vous êtes avocate, on a besoin de savoir le cadre général. Des questions simples. Est-ce que je peux refuser à mon employeur
qui exigerait mon retour au sein de l'entreprise, est-ce que je peux refuser en disant je suis soumis à l'accord de télétravail, il n'y a aucune raison que je revienne? Alors, ça va dépendre de l'accord de télétravail qui a été mis en place. Est-ce qu'on est sur un accord collectif qui a été signé avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'on est sur une charte unilatérale qui a été définie par l'employeur? Ou est-ce que j'avais tout simplement peut-être un accord avec mon employeur, ou j'avais éventuellement contractualisé le télétravail, ce qui est assez rare. Donc le télétravail, en principe, c'est plutôt quand même une organisation qui est réversible. Ça n'est pas un droit acquis Attendez, ça pour veut le dire, salarié. concrètement, je réunis mon CSE, je mets les syndicats, dont un syndicat majoritaire, la DRH va indiquer au CSE l'ordre du jour, puisque je parle sous le contrôle d'une avocate, et à l'occasion de cet ordre du jour, elle va indiquer la réforme du nombre de jours de télétravail. On est d'accord? Oui, alors il y aura bien sûr un délai de prévenance. Ça dépend si on a choisi un accord signé avec les partenaires sociaux, on peut renégocier l'accord. Mais très souvent, l'organisation, la mise en place du télétravail, c'est fait plutôt par charte rédigée par l'employeur. Je vous sens, Voilà, et qui est beaucoup plus pratique sur la réversibilité. Exactement. Alors, si j'ai une charte sur le télétravail et que j'ai un CSE, je dois quand même effectivement Oui, consulter mon mais CSE. c'est consultatif. Exactement. Et c'est pas dans le cadre Tout d'un à fait. accord où les syndicats peuvent dire non. Voilà. Et là, c'est plus compliqué de revenir en arrière quand c'est un accord que quand c'est une charte. Oui, éventuellement. On est Mais- d'accord. Mais pour autant, pour moi, l'employeur, il ne peut pas effectivement dire à partir de demain, c'est la fin du télétravail. Il va devoir s'expliquer auprès de ses partenaires sociaux. Il va devoir effectivement faire le bilan. En quoi le bilan est-il pour lui négatif? Et amener des Revenir, preuves voilà. de... Bien sûr. Mais vos clients, avant de redonner la parole à Olivier, qui est un amoureux du télétravail, en tout cas qui le plébiscite sur ce plateau, qu'est-ce que disent vos clients? Est-ce qu'il y a un moment, on est dans un moment, en plus, on nous annonce une crise qui se profile, une baisse d'activité, du chômage, des industries qui ferment, bref, un climat anxiogène. Qu'est-ce que vous disent vos clients et les entreprises que vous rencontrez? Il y a certaines dérives dans le télétravail qui font que certains employeurs aimeraient en effet que tout le monde revienne. On a aussi pas mal d'entreprises où finalement tout le monde n'est pas du tout éligible au télétravail. Donc on a certaines entreprises où justement ça les ennuie d'avoir une population qui peut faire du télétravail vis-à-vis de leurs collègues. Anne, je voulais vous soumettre ce chiffre parce que ça fait écho aux entreprises qui, elles, ont gagné grâce au télétravail. Et puis il y a aussi les perdants du télétravail. 59%, c'est la proportion d'actifs français qui n'ont jamais fait de télétravail en 2022. Et on pense aux fameux salariés de première ligne pendant le Covid, qui objectivement mettaient en rayon, vidaient les camions, s'occupaient de nos malades. Enfin, Voilà. vous êtes le gagnant du télétravail. Enfin, je dis ça sans aucun mépris ni acrimonie. Non, mais il y a clairement des métiers tout à fait adéquats où l'employeur que je suis et où le salarié y trouve son intérêt, et il y a une sorte d'intérêt convergent. Pour vous, c'est de la marque employeur. Enfin, vous dites, chez nous, C'est un énorme avantage, surtout que ça permet de faire appel à des expertises éloignées. On en parlait avec Anne hors plateau, mais ça permet de faire appel à des formateurs en Espagne, ailleurs, et pas seulement d'ailleurs sur un bassin parisien sur lequel on est présent physiquement et où on accueille de la clientèle en présentiel. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Toutefois, en même temps que je suis un employeur, je suis parfois aussi moi-même un donneur d'ordre auprès de prestataires. Et c'est vrai qu'il y a des limites. On a parfois des prestataires qui font dans le domaine du digital, dans le domaine du codage, de l'informatique ou autre, qui ont un job entre guillemets officiel, et puis en parallèle, qui le font très bien, mais quelquefois en quelques heures, très poli. et qui ensuite vont faire un deuxième métier en distanciel. Parfois en freelance, parfois en entrepreneur. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Maître appelle les abus du télétravail. Oui, c'est-à-dire que l'employeur a bien vu que dans une journée, on pouvait caser 2 métiers. Tout à fait. Et ça, effectivement, l'employeur n'apprécie pas que son salarié puisse être en cumul d'emploi non déclaré. Et ça peut donner lieu à des situations... Mais j'ai quand même... Il y a ceux qui sont de toute façon, depuis le début de l'histoire du télétravail, début Covid, étaient bloqués dans leur entreprise, sur leurs ateliers, dans leurs usines. Eux, leur télétravail, ils ne l'ont pas eu. Mais pour ceux qui en ont bénéficié, j'ai le sentiment qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Est-ce que c'est l'impression que vous avez ? Oui. Alors, pour autant, juridiquement, ce n'est pas un acquis. L'employeur, effectivement, peut revenir parce que c'est un système de double volontariat. Il faut que l'employeur soit aussi disposé à accorder le télétravail. On se souvient d'employeurs qui découvraient que leurs salariés étaient partis à Poitiers, à Tours, ou carrément beaucoup plus loin, aux Antilles.
en lui disant tu reviens demain matin pour la réunion, on a une urgence, et la personne lui disant je suis aux Antilles. Enfin, ça c'est un motif de licenciement ou pas? Alors, ça a pu être validé, là, par exemple, récemment, pour quelqu'un qui était parti télétravailler au Canada par une juridiction, le Conseil de prud'homme de Paris. Après, parce qu'effectivement, le collaborateur avait dissimulé la situation. Voilà. Donc maintenant, on peut expliquer en parfaite transparence qu'on a besoin d'aller télétravailler. Ça peut être... Enfin, ça demande un peu de netteté de la part du collaborateur. Ça demande on ne part pas comme ça. Et puis, en plus, ça peut modifier quand même, ça peut bouleverser l'économie du contrat. Ah oui. La prise en charge des frais de déplacement, Oui, le fait d'avoir un l'aller-retour Pointe-à-Pitre, ça fait plus cher que l'abonnement, Tour Paris, quoi. que le pass Navigo. Ouais. Et puis, ça peut poser des problèmes juridiques. Si je m'installe à l'étranger, quel va être le droit qui va m'être applicable? Le droit de la sécurité sociale, par exemple, c'est un droit d'application territoriale. Bien sûr. Donc, ça va être... Et des départements, j'évoquais Pointe-à-Pitre, là, on bénéficie du même droit. Bien sûr. Et donc, ça peut être effectivement compliqué. Et c'est vrai que l'employeur n'apprécie que peu ce genre de situation. Juste, vous signalez, Olivier et Anne, ces chiffres qui sont intéressants parce qu'on a tendance à dire qu'il faut faire refluer le télétravail, les patrons veulent le salarié au plus près d'eux, enfin, c'est un peu ce qu'on entend, mais on n'est pas les si bons élèves que ça. Regardez cette animation préparée par Nicolas Juchat, les champions du télétravail, c'est le Canada. Alors, c'est quand même le pays qui est toujours cité en modèle, le Canada. C'est le Canada sur à peu près tous les sujets. 1,5 jours en moyenne par semaine, c'est le Royaume-Uni. 1,4 jours en moyenne par semaine, c'est États-Unis. C'est une moyenne. Donc c'est intéressant, compte tenu qu'on y inclut ceux qui n'ont pas de télétravail. 0,9 jours en moyenne par semaine, ça c'est la moyenne dans le monde. On est en dessous de la moyenne dans le monde. Mais autant de bruit pour un pays qui est finalement si mal classé. Enfin, je veux dire, c'est pas la révolution quand même. Non, c'est clair, c'est surprenant comme chiffre, effectivement, quand on voit le niveau. Sur le plan du télétravail, il y a peut-être aussi une deuxième révolution qui se pose en même temps et qui va peut-être aider au télétravail. C'est normal, Anne, vous avez un angle droit du travail, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre en parallèle le télétravail avec le développement du métier de freelance et d'indépendant? Chose qui attire de plus en plus les jeunes générations. Et finalement, qui est votre cas d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de prestataires. Et c'est le cas, tout à fait, Arnaud. Et là, de ce point de vue-là, on peut retrouver une forme de convergence d'intérêts. Quelque part, alors ça, c'est en dehors du droit du travail, en dehors du contrat de travail, en tout cas, en dehors du lien de subordination. Du lien de subordination, mais ça permet peut-être de concilier à la fois l'attrait du télétravail pour les jeunes générations et à la fois le besoin de la part d'employeurs d'avoir des compétences expérimentées, des forces et motivées surtout, des gens qui ont envie de... Mais vous nous disiez, on ne revient pas en arrière, ça veut dire quand même que même si le contexte n'est pas favorable aux salariés aujourd'hui, on le voit dans les négociations salariales, on le voit dans les recrutements, dans les négos d'embauche, il va garder la main sur le télétravail. Alors, on était quoi sur un rythme 3 jours, 2 jours, 3 jours en entreprise, 2 jours... Alors, ça dépendait effectivement de ce qui était prévu. C'est vrai que les employeurs, maintenant, ont plutôt tendance à dire, plutôt qu'en parler en nombre de jours de télétravail, est-ce qu'on ne devrait pas parler en nombre de jours de présence au sein de l'entreprise? Oui. En disant, symboliquement, ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Quand vous avez le jour férié, c'est 3 jours en entreprise et pas forcément systématiquement 2 jours Sans de compter qu'on parle de la semaine des 4 jours. Enfin, ça ne vous aura pas échappé. Oui. Alors, télétravail et semaine de 4 jours. Impossible. Ça va poser d'autres défis. Et en termes d'organisation d'entreprise, c'est quand même complexe. Mais vous, Olivier, d'un mot, parce que les avocats conseillent, orientent leurs clients, les entreprises, mais vous avez aussi des enjeux locaux, des enjeux de place. Alors vous accueillez en présentiel, mais en même temps, si tout se fait en distanciel, objectivement, vous réduisez largement vos coûts d'immobilier. Alors là, c'est particulièrement pertinent, surtout dans le marché parisien, quand on a des locaux dans le 8e arrondissement, il faut des centres, dans les centres-villes. On l'a vu à la Défense qui est en train de se passer, avec qui se vide, qui se vide, et avec les business locaux qui en souffrent. Maintenant, alors c'est le paradoxe, c'est que dans un domaine qui est proche du travail, qui est la formation, qui est notre secteur clé, on voit qu'en revanche les salariés, ils aiment le lien social. Et qu'en ce moment, ça revient à fond. Nous, nos salles sont pleines à craquer. Parce que, étonnamment, autant peut-être pour le travail strict, le télétravail séduit, tout le paradoxe, autant pour la formation, on est plutôt sur un retour un petit on veut être ensemble. Vers le futur, vers le passé, je dirais plutôt, où on veut être ensemble et où les formations présentielles, entre guillemets, se vendent mieux en ce moment, et en tout cas sont mieux valorisées que les formations à distance. Quelque part, il y a presque l'idée qu'une formation à distance, c'est un peu moins bien qu'une formation en présentiel, ce qui est d'ailleurs très discutable d'un point de vue pédagogique. Il y a un sujet qui est plus subtil pour l'avocat, c'est plus on est éloigné du soleil, du centre de gravité, du manager, du dirigeant, plus on a l'impression, et là c'est très psychologique,
qu'on va être moins vu, moins repéré et peut-être moins rémunéré. C'est un sujet, ça, qui est posé aussi. Alors là, je me mets du côté des salariés. Les dirigeants, c'est compliqué, parce qu'un collaborateur qui est un peu loin, on a tendance un peu à l'oublier. C'est vrai pour un cabinet d'avocats aussi. Alors, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Je suis en télétravail, j'ai les mêmes droits, les mêmes obligations. Évidemment. Que, plus une petite aide financière pour la... Alors, qui n'est pas inscrite dans la loi. Le Code du travail ne la prévoit pas. Et, je pensais que c'était gravé dans le marbre. Non, ça n'est pas... Alors, le Code les capsules de café, mes trucs... Non. L'électricité, le chauffage. Ah oui. Point du tout. Non, bon, de toute façon, dans le Code du travail, il n'y a que 3 articles sur le télétravail. Bah oui, ça avait été inventé avant. Voilà, ça ne permet pas d'aller très loin. Non, mais vous avez raison, le principe de cette indemnisation, elle est prévue dans l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Les partenaires sociaux incitent l'employeur à se mettre d'accord sur une indemnisation dans le cadre des jours télétravaillés. Mais ça n'est nullement une obligation. Comme d'ailleurs, on n'a pas, en tant qu'employeur, l'obligation de négocier sur le télétravail. Ça ne fait pas partie des Donc, si points je de la négociation. Je n'en parle pas. Oui, mais je vais avoir des demandes. Alors, vous aurez bien sûr des demandes de syndicats ou des représentants du personnel qui diront on veut en parler. On va en parler, mais on peut en parler des années. Vous avez fait une charte ou un accord, vous, chez vous? Alors, non, on n'a pas eu besoin de faire une charte ni un accord, mais en revanche, ça pose la question aussi de l'attractivité de trouver certains publics. Il n'y a pas besoin de tout passer par la contractualisation. Arnaud, vous dites la charte et autres, mais il y a simplement besoin d'attirer parfois des compétences et donc de fournir le télétravail qui est demandé. Je prends un tout petit exemple et je finis là-dessus, Arnaud, et puisqu'on parle d'avocat, si vous avez envie d'avoir un salarié hyper expert dans un domaine de l'anglais juridique et autres, eh ben, si vous vous restreignez à un bassin d'emploi, ça va être compliqué. On ne l'aura pas. Et lui, en plus, a envie d'avoir sa liberté et autres. Donc, il n'y a pas besoin obligatoirement de passer par la charte. La simple attractivité du salarié pour nous, employeurs, nous amène à concéder, si l'on peut dire, ou au contraire, à engager. Céder, parce que vous voulez votre expert. Ou accompagner, exactement, pour avoir l'expertise. On termine par ce chiffre tout de même inintéressant sur YouGov pour le Huffington Post en 2024. 46% des actifs français prêts à quitter un job si le télétravail est supprimé. Enfin, ça, c'est j'imagine le conseil que vous faites. Pas uniquement la défenseuse, mais le conseil. Vous devez le dire à vos clients, ça. Oui. Fais attention, tu vas perdre des plumes. Ou alors, est-ce que c'est une volonté de l'employeur sous-jacente qu'il expose... On y lit un deuxième sujet. Je je supprime le TT, comme ça je réduis mes effectifs. Ça pourrait être ça, mais bon. Vous le craignez? Non, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même rare d'avoir des chefs d'entreprise à deux bandes qui auraient des mauvaises intentions. Bien sûr, voilà. Évidemment. Merci beaucoup. Ça peut en tout cas ça peut germer dans l'esprit. À la fois, on supprime un gros avantage qui permet de garder que ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise. C'est ça le sujet. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que certains sont tentés par la fin du télétravail, mais n'y parviendront pas pour moi. Merci Anne. Perdre leurs compétences. Merci Anne-Vincent Ibarrando. Vous êtes avocate en droit du travail, cabinet Voltaire. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Olivier Haquet, fondateur de Adom Lingua. Je l'ai bien dit, je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de venir faire un coaching de 30 minutes chez vous. Vous accueillera avec grand plaisir. Toutes les langues, présentielles, distancielles, avec, on l'aura compris, aussi beaucoup de distanciel qui vous a permis d'élargir votre gamme de langues. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. J'espère qu'on a répondu à la question. Le télétravail est là, semble-t-il, d'après vous, pour longtemps encore. On tourne une page, on s'intéresse aux seniors. Gros sujet essentiel. Une fois que j'ai fait valoir mes droits à retraite, j'ai le droit de travailler, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pas si simple. On en parle avec une spécialiste. Fenêtre sur l'emploi pour parler des seniors. Alors c'est un sujet politique, c'est un sujet sur lequel peut-être le prochain gouvernement va se pencher, la ministre du Travail ou le ministre du Travail. C'est un sujet de préoccupation aussi pour Caroline Young. Bonjour Caroline. Bonjour. Présidente d'Expert Connect. D'abord un mot, parce qu'on va parler de votre tribune et de votre combat. C'est quoi Expert Connect? Alors Expert Connect, ce que j'aime à dire, c'est qu'on recycle l'intelligence, puisque nous mettons à la disposition des entreprises des compétences provenant de retraités. Nous avons travaillé des retraités, des experts retraités, dans des métiers à cycle long, c'est-à-dire où souvent le produit final vit plus longtemps
que la carrière des personnes dans l'entreprise. Donc c'est les bâtisseurs de cathédrales, quoi. Alors, ce sont les bâtisseurs de cathédrales, ce sont des gens qui ont fait des centrales nucléaires, des centrales classiques, de l'aéronautique, voilà, de la défense. Un combat, vous dites dans une tribune, pourquoi il est urgent de faire du travail post-retraite une priorité? Pourquoi il faut en faire une priorité? Alors, je suis démographe de formation. La démographie, c'est l'éléphant dans la pièce que personne ne regarde. Néanmoins, il est là. Et en fait, les cohortes qui rentrent maintenant sur le marché du travail sont moins nombreuses que les gens qui sortent. On va manquer cruellement de main-d'œuvre dans les prochaines années. Alors, nonobstant l'impact de l'IA qu'on a de la peine à mesurer aujourd'hui. Enfin, à voir. Mais dans une trajectoire normale, en fait, il va y avoir beaucoup moins de gens disponibles pour travailler dans les entreprises. Et on va avoir absolument besoin des retraités juste pour continuer à fonctionner. Qu'on soit bien d'accord, il y a un grand débat sur l'âge de la retraite qui a eu lieu il y a quelques mois et qui va se poursuivre, j'en suis sûr, mais c'est bien des retraités qui ont fait valoir leur droit à la retraite, qui touchent leur pension. Et je crois qu'il y a un délai de carence qui fait qu'on peut attaquer le lendemain où on reçoit sa première pension, on attaque. Absolument. Il n'y a plus de notion de cumul emploi-retraite. C'est tout à fait libéralisé. Il y a, dans la nouvelle réforme des retraites, mais c'est très technique, une chose où on ne peut pas continuer à augmenter sa retraite si on reprend près de l'ancien employeur les 6 premiers mois, etc. En fait, l'impact est vraiment très très modeste, surtout pour les cadres, il est pratiquement nul. Et cumulatif donc. Et cumulatif, donc c'est-à-dire que nous faisons travailler des gens qui perçoivent une retraite à taux plein et qui ont une nouvelle activité à côté, quel que soit le statut juridique qu'ils choisissent pour exercer cette nouvelle activité. Entrepreneurs, ils peuvent créer leur entreprise, ils peuvent être salariés de droit privé. En revanche, la retraite, ils ne cotisent pas à la retraite pour le nouvel emploi qu'ils effectuent après. Ah si. Ah mais oui, bien sûr. Donc ça, c'est formidable pour l'État. extraordinaire. C'est pour ça que l'activité de cumul emploi-retraite ou d'activité post-retraite est formidable pour l'État aussi. Ça, il faut le crier sur les toits, ça. Il y voit son avantage, puisque toutes ces personnes qui poursuivent une activité professionnelle continuent à cotiser pour des droits à la retraite qu'ils ne percevront pas. Alors, il y a une toute petite bonification, justement, comme je disais dans le texte, éventuellement, mais enfin, ça reste quand même très, très modeste par rapport à toutes ces charges sociales. Ils cotisent encore pour la retraite et donc mettent au pot... Que la personne continue à payer, exactement. Mais ça ne modifiera pas le montant de la pension de retraite qu'il a perçu, calculé sur les 42 meilleurs... Ça peut très vaguement l'améliorer. Très vaguement. Très vaguement. Il y a un élément... La retraite de base. Ce qui est vraiment intéressant de vous entendre, parce que vous êtes une experte à la fois technique, mais sociologiquement, c'est aussi très intéressant de faire vivre des talents qui ne demandent que ça, en fait. Bah non, mais aujourd'hui, le retraité, il est jeune. Nous, en moyenne, les gens arrivent chez nous à 63 ans, on va dire. Ils poursuivent une activité professionnelle pendant 3 ans. Alors, ça va changer, parce que la nouvelle réforme, là, ils vont basculer vers 64, plutôt. Mais j'ai envie de dire que c'est que le début. Notre génération... vous, moi et tous ceux qui nous suivent, on pourra travailler jusqu'à 80 ans sans aucun problème. Tellement la chute de la population ensuite est vertigineuse en termes de gens qui sont compétents sur le marché du travail. Donc, et puis, il ne faut pas être naïf. On a essayé de vendre quelque chose, certaines personnes ont essayé de vendre aux Français quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire l'équilibre des pensions de retraite. Bah évidemment. Merci voilà. Caroline Youn. C'est passionnant, vous êtes passionnée et on a appris plein de choses. On peut cumuler, Merci on cotise encore. Allez voir Expert Connect et peut-être que vous avez des talents à faire valoir auprès de Caroline Youn et ses équipes. Merci Caroline, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Nous sommes très en retard. Merci, belle fête de fin d'année. Belle fête de fin d'année à vous tous, toutes et tous. Qui nous avez suivis, regardez, écrit des messages sur les réseaux, encouragez. Merci à vous, merci à toutes les équipes de Be Smart for Change. Merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Romain à la réalisation, Thibaut au son. Juliette était là et évidemment l'incontournable et inimitable Nicolas Juchat. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Belle fête de fin d'année, profitez. Puis continuez peut-être à revoir nos émissions en replay. Ça fait toujours plaisir comme ça de prendre le temps, on est assis, on est détendu. Et puis on se retrouve évidemment en janvier prochain pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.